Clémence Michel, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire sur les dessous du reporting CSRD. On va faire aujourd'hui un décryptage de la loi Omnibus et l'idée, ça va être de parler ensuite d'un retour d'expérience d'un premier exercice de CSRD avec Augustin Darras. Et alors, Augustin rencontre un petit problème technique en ce moment pour son son, donc il va arriver au cours du webinaire. Avant qu'on démarre, je voulais vous dire juste un tout petit mot sur Rivage. Chez Rivage, on embarque les entreprises sur la voie de la préservation du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les accompagne sur leurs enjeux de biodiversité. Et comment? On fait ça autour de 3 briques. On a une première brique de sensibilisation, une deuxième brique autour de la stratégie biodiv, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises de la mesure d'empreinte biodiversité jusqu'à leur stratégie et ensuite la valorisation et la communication autour de leur feuille de route. Et enfin, notre troisième brique, c'est autour de l'accompagnement RSE. Et donc, on va proposer des formations à la CSRD, d'accompagner sur les matrices de double matérialité, les feuilles de route RSE, par exemple. Voilà, et juste avant qu'on démarre, je voulais vous dire un tout petit mot sur un travail qu'on a en cours. C'est un travail qui est vraiment réjouissant. On travaille depuis 1 an sur une étude qui s'appelle « Intégrer le vivant au cœur des entreprises ». Dans le cadre de cette étude, on a interrogé 12 entreprises pionnières sur les enjeux de biodiversité. Et du coup, on leur a posé la question de qu'est-ce qu'elles faisaient sur la biodiversité, sur le volet sensibilisation des collaborateurs, pour leur business model par exemple, sur leur mode de production, pour l'innovation, bref, pour des champs extrêmement différents. Et on a créé une étude en forme de guide pratique qu'on a voulu extrêmement facile à lire et vraiment optimiste et enthousiasmante, particulièrement dans ces temps un peu moroses. Cette étude va apparaître le 27 mars. Donc, si vous vous intéressez au sujet de la biodiversité, donc, vous pouvez la recevoir. Il y a Thibaut, mon associé, qui est... Ah oui, que je n'ai pas présenté avant, je suis désolée, le début là, avec les problèmes techniques m'ont fait un peu perdre le fil. Thibaut, est-ce que je peux t'inviter à monter sur scène maintenant? Et donc Thibaut, c'est mon associé chez Rivage. Bonjour à tout le monde. Salut Thibaut, qui va animer le chat pendant tout le webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct, on y répondra quand on peut, et sinon Thibaut les garde pour la fin et on y répondra, on se garde 10 minutes à la fin pour répondre aux questions-réponses. Et pourquoi est-ce que je veux parler de Thibaut maintenant? Parce que Thibaut va vous envoyer le lien si vous voulez télécharger cette étude et on organise un événement de sortie le 27 mars avec une table ronde passionnante. Et donc, si ça vous intéresse et que vous voulez vous inscrire, Thibaut vous envoie le lien. Voilà. Et après cette petite page de publicité, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Et je vous laisse du coup pour le webinaire. Bon webinaire à tout le monde et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Thibaut. Donc, le programme de notre webinaire. On va d'abord regarder un peu le contexte dans lequel arrive cette loi Omnibus et puis décrypter son contenu. On va ensuite regarder les changements du coup qu'ils induisent pour la CSRD, puis le calendrier législatif, c'est-à-dire quand est-ce que ces changements seront applicables. Et ensuite, on accueillera Augustin pour le retour d'expérience d'un reporting CSRD. Les questions qu'on veut se poser, c'est du coup, même si les choses changent, en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et puis, qu'est-ce qui ne nous manquera pas? Pour que ça puisse venir quand même alimenter la réflexion que vous devez avoir aujourd'hui sur la suite de votre stratégie ESG. On conclura ensuite sur quoi faire. Et puis, on se garde un temps, 10 minutes à la fin de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler un peu du contexte de cette loi Omnibus.
Pourquoi cette loi omnibus? Le texte, là, que vous voyez, c'est l'intro des Q&A qui ont été publiés avec la loi omnibus. Q&A, par ailleurs, qui sont très bien faits, dont je vous envoie le lien à la fin et que je vous conseille d'aller regarder si le sujet vous intéresse. Donc pourquoi cette loi omnibus? Pour renforcer la compétitivité de l'Europe, pour libérer sa croissance et pour ce qu'on voit que les entreprises ne soient pas étouffées par des contraintes réglementaires excessives. Voilà, l'idée c'est un effort de simplification. Peut-être pour donner un peu plus de contexte politique, l'idée c'est pas du tout de rentrer dans des polémiques politiques, chacun a le droit d'avoir son opinion sur ce qui se passe, mais peut-être donner un peu des faits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les élections européennes de 2019, il y a eu une énorme percée des écologistes et plus globalement de la gauche. C'était assez inattendu. Et du coup, entre 2019 et 2024, il y a eu le Green Deal européen qui a beaucoup avancé. C'est-à-dire que les forces politiques présentes en Europe ont pu faire avancer énormément de textes, tous ces textes qui composaient un ensemble qui s'appelle le Green Deal européen, et donc qui avait pour objectif de faire en sorte que l'Europe soit la tête de pont un peu mondiale sur les sujets de préservation de l'environnement. Tous ces textes, une partie des textes, du coup, ont été votés, et là, aux dernières, votés par le Parlement et transposés, et aux dernières élections, il y a eu plutôt un retour des partis de droite et des partis plus conservateurs, et qui, du coup, arrivent avec une idée assez différente sur ce que doit être l'Europe, et donc le retour d'idées plus libérales qu'on entend là dans l'idée que les entreprises ne doivent pas être étouffées par des contraintes réglementaires excessives. Donc on voit bien en fait ce balancier politique qu'on a vécu et qui fait que on va dire l'Europe d'aujourd'hui défait d'une main ce que l'Europe d'hier en gros avait fait. Et c'est ça qui crée ce balancier et ces moments d'incertitude et d'instabilité peut-être un peu réglementaire qu'on est en train de vivre. Alors, cette loi omnibus, donc une loi omnibus, c'est une loi qui vient changer du coup tout un ensemble de textes. Qu'est-ce qu'elle vient toucher comme texte? Elle vient toucher plusieurs textes. La CSRD, et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, mais pas que. Elle vient aussi apporter des modifications sur la taxonomie européenne, la CS3D, ou autrement, qu'on appelle plus communément le devoir de vigilance, et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on appelle aussi la taxe carbone. Les deux premiers textes, la CSRD et la taxonomie européenne, ils ont été transposés en droit français. Et les autres textes n'ont pas encore été transposés. Ils ont été pour certains votés au Parlement, mais pas encore transposés en France. Alors, pour donc la CSRD, là je vais peut-être passer un peu en plus grand écran pour que vous puissiez bien voir. Donc là, quels sont les changements qui sont induits par la CSRD? Il y en a 6 principaux. Le premier, et qui est probablement le plus important, c'est celui des seuils. On va rentrer dans le détail dans les slides juste après. Mais en gros, les seuils des entreprises soumises ont été remontés. Et donc, 80% des entreprises qui étaient soumises à la CSRD ne le sont plus. Et on reviendra sur lesquelles, donc, juste après. Donc ça, c'est vraiment le plus gros changement, le changement qui a le plus d'ampleur. Le deuxième type de changement, c'est l'échéance. Pour une partie des entreprises, à nouveau on y reviendra dans les slides juste après, il y a un report de la date de reporting. Le troisième changement induit par la CSRD, c'est le périmètre du reporting. Donc ce que je vous disais, c'est que ces changements sont vraiment liés à une idée de simplification.
Et donc, dans cette idée-là, que fait le législateur? En fait, la Commission européenne, aujourd'hui, elle propose tous ces changements au sein d'une directive. Et elle s'est engagée à ce que 6 mois après la sortie de la directive, elle publie un acte délégué. Donc il y a un autre véhicule législatif dans lequel elle reverra tous les ESRS en vue de les simplifier et surtout en vue de supprimer une partie des points de données. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire précisément de quoi il s'agit. On peut imaginer une suppression, un allègement des points de données de l'ordre peut-être de 40% ou 50%. En tout cas, on sent une volonté forte de vraiment alléger ce reporting. Les seules choses sur lesquelles elles se sont, la commission s'engage dans le texte actuel, c'est de se dire qu'elle veut faire plutôt un focus sur les points de données qui sont quantitatifs plutôt que les points de données narratifs, et qu'elle veut supprimer la notion de points de données volontaires et d'autres qui sont obligatoires. L'idée, c'est de simplifier ça au maximum, de rendre ceux qui restent obligatoires, mais de les alléger beaucoup. Le quatrième gros changement, il est sur la chaîne de valeur. Donc, dans le texte actuel, les entreprises répondantes devaient répondre sur leur périmètre propre, le périmètre opérationnel, mais également aller chercher des infos auprès de leur chaîne de valeur, donc auprès potentiellement de leurs fournisseurs. Et donc, ça pouvait avoir un effet cascade et des très gros groupes pouvaient demander des informations à leurs fournisseurs, y compris des PME. Là, l'esprit de ce nouveau texte, c'est vraiment d'essayer de limiter cet effet cascade. Et donc pour ça, il propose 2 changements. Il y a un premier changement qui est de dire l'entreprise répondante peut choisir de n'aller interroger dans sa chaîne de valeur que des entreprises de plus de 1000 salariés. Et si c'est le choix de l'entreprise répondante, les commissaires aux comptes ne peuvent pas dire, doivent s'y plier en fait, peuvent pas dire non, il faut pousser, il faut aller chercher de l'info plus largement en fait auprès de vos parties prenantes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour toutes les entreprises de moins de 1000 salariés qui seraient quand même interrogées, la commission propose de se plier au modèle VSME. Pareil, on y reviendra dans quelques slides. Mais en gros, c'est un reporting extrêmement allégé. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une sorte de bouclier, c'est le mot utilisé dans le texte, pour dire en fait, on ne pourra pas vous demander toutes les données demandées dans la CSRD, mais en fait qu'un certain nombre de données extrêmement allégées, pour que si des entreprises de plus petite taille sont interrogées. Ah, Augustin, est-ce que on t'entend? Oui. Ah, super. Ouais, je suis parti sur le téléphone. Désolé de couper le live, mais ça marchait pas avec l'ordinateur, donc on fait avec les moyens du bord. Ok, et pas de problème. Super, ravi que tu aies pu nous. Je continue et puis du coup, je te donne la parole tout à l'heure. Ça te va? Parfait. Aude, j'en profite, j'ai vu votre question donc, pour expliciter les sigles, pardon, donc Q&A, c'est les questions and answers, les questions-réponses. Les questions-réponses qui ont été publiées par la commission avec son texte. Et donc, c'est en gros, c'est une sorte de FAQ. Augustin, est-ce que tu peux prendre une note? Super, merci beaucoup. C'est les questions-réponses qui permettent, qui ont été publiées avec le texte pour permettre d'expliquer un peu les grands enjeux autour de ce.
Ah, je viens de voir que j'ai été coupée. Donc, je reprends les Q&A. Du coup, c'est Question and Answers. C'est la FAQ, donc qui a été publiée avec le texte. Et VSME, c'est pour Voluntary Standard. Je sais plus ce que c'est le M et le E, mais en gros, c'est une norme volontaire qui a été publiée par l'EFRAG, l'EFRAG étant le bras droit technique de la Commission européenne sur ces sujets. Et donc, c'est cette, cette norme volontaire qui a été publiée par l'EFRAG. Désolée, j'ai perdu un peu le fil. Donc, sur cette chaîne de valeur, vous l'aurez compris, ce sont donc, ça va être limité potentiellement aux entreprises de plus de 1000 salariés, et pour que les autres entreprises, les données qui sont demandées pourront être les seules données incluses dans cette VSME dont on reparlera tout à l'heure. Le 5e changement, c'est l'audit. L'audit, c'était un audit en assurance limitée qui devait être fait par les commissaires aux comptes les 2 premières années, puis passer en audit raisonnable. Qu'est-ce que ça change, ça en gros, c'est que la première année, c'était un audit, on va dire, assez allégé. Les commissaires aux comptes se prononcent uniquement pour dire que, a priori, il n'y a pas de problème. Et un audit raisonnable, c'est un contrôle beaucoup plus technique et beaucoup plus approfondi pour lesquels les commissaires aux comptes doivent pouvoir se prononcer et de dire que les comptes qu'ils vérifient sont bien une image fidèle à la réalité. Donc voilà, et là, ce que ça change, en fait, c'est qu'on ne va plus passer de l'audit en assurance limitée à l'audit raisonnable, mais l'audit reste en assurance limitée. Et enfin, 6e et dernier gros changement induit là par ce nouveau texte de la CSRD, c'est la suppression de la publication qui devait être prévue en 2026 des ESRS sectoriels. Hop là. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail, un peu plus précis de qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises des différentes vagues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc les entreprises devaient être soumises par vague. La première vague, c'était donc les grosses entreprises, les entreprises les entreprises cotées de plus de 500 salariés, qui avaient 50 millions au bilan ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le seuil de ces entreprises a changé. Et donc, c'est pour les entreprises qui sont de plus de 1000 salariés et 50 millions d'euros de bilan et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Côté échéance, ça ne change rien. La publication, donc elle est prévue, donc ça c'est vraiment cette vague qui a déjà démarré, qui c'était pour une publication 2025 sur les chiffres de 2024. Les premiers rapports ont déjà été publiés, et donc voilà, pour celle-là, ça ne change pas grand-chose. Côté périmètre, qu'est-ce qui est censé changer? Avant, donc, il y avait la double matérialité, les reporting sur les 10 ESRS à condition d'être matériel et une base de données qui comprenait jusqu'à 1200 points de données. Elles devaient reporter sur l'ensemble de leur chaîne de valeur et à la fin, elles devaient aligner leur reporting sur la taxonomie et c'était obligatoire. Côté périmètre, dans cette nouvelle mouture du texte, qu'est-ce que ça change? Donc, il y a toujours la double matérialité, mais comme ce que je vous ai dit précédemment, les ESRS vont être revus et le nombre de points de données beaucoup allégé. Mais là, je ne peux pas du tout vous en dire plus. Ce sera donc dans le texte qui doit arriver après la directive. La chaîne de valeur est
capé, on en a parlé juste avant, et l'alignement avec la taxonomie devient volontaire pour toutes les entreprises dont le CA est inférieur à 450 millions d'euros. Très concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire et peut-être l'information la plus importante à retenir pour cette vague 1, c'est que toutes les entreprises de la vague 1 de moins de 1000 salariés sortent du dispositif. Pour les entreprises de la vague 2, donc les entreprises de la vague 2, avant, c'était toutes les entreprises qui répondaient aux 2 des 3 critères suivants. Avoir plus de 250 salariés et ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 millions d'euros de bilan et ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que, en quoi le texte apporte un changement? Aujourd'hui, ne seraient concernées que les entreprises de plus de 1000 salariés et 50 millions d'euros de bilan ou 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Côté échéance, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change? C'est que donc ça, c'était toutes les entreprises de cette vague 2 qui devaient publier en 2026 sur leur chiffre d'affaires de 2025. Donc a priori, si vous faites partie de ces entreprises, vous aviez déjà commencé ce travail. Et là, ce que suggère la Commission, c'est que pour toutes les entreprises qui sont soumises, ce serait de décaler la publication à 2028. Donc c'est un décalage de 2 ans sur les chiffres. Donc publication en 2028 sur les chiffres de 2027. Côté périmètre, c'est exactement la même chose que pour celle de la vague 1. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les entreprises donc, de la vague 2 de plus de 1000 salariés rentrent dans le dispositif avec un décalage de 2 ans et toutes les autres en sortent. Voilà, pour toutes les autres entreprises, qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres entreprises ne sont plus soumises à la CSRD de manière obligatoire. En revanche, elles sont toutes invitées, si elles le souhaitent, à faire un reporting volontaire. Et là, la Commission ne les laisse pas seules face à ce reporting, l'idée de ce reporting volontaire, et s'engage à publier des normes pour encadrer ce reporting volontaire, inspiré de cette fameuse VSME qui a été publiée par les FRAG en décembre 2024. Et je vais vous dire juste un petit mot sur ce qu'est la VSME. Donc la VSME, c'est donc une norme volontaire de reporting pour les petites et moyennes entreprises. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, ce document, dont je vous enverrai le lien à la fin dont vous trouverez le lien à la fin du webinaire, ou que Thibaut, il me semble que Thibaut vous avez déjà envoyé dans le chat. Ce document, il fait 66 pages. L'entièreté du document, qui comprend donc la description des indicateurs, les conseils qui vont avec. Les ESRS, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils font 310 pages, avec assez peu d'explications. Donc, ne serait-ce que dans le nombre de pages, on comprend bien le côté beaucoup plus allégé de cette norme. Qu'est-ce que la VSME, elle inclut? Donc, il n'y a pas de double matérialité, même s'il y a quelques principes relatifs à la matérialité, ça ne reprend pas ce processus de matérialité. C'est structuré de la manière suivante. Au début, vous avez des principes dits de préparation. Donc, en gros, c'est des principes c'est un peu des principes généraux de reporting. Je vous ai donné quelques exemples. Il faut des informations fiables et cohérentes. Le rapport doit être fait à échelle annuelle. Donc voilà, on retrouve les grands principes de préparation. Ensuite, il y a 2 modules. Un module de base et un module complet. Le module de base, c'est pour les entreprises, en gros, qui veulent se mettre le pied à l'étrier. Le module complet, c'est pour des entreprises qui, par exemple, sont plus avancées, plus matures sur les sujets ESG et voudraient aller chercher des financements
durables et donc doit vraiment montrer patte blanche. Et en fait, et après, suite à ces deux modules, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre, dans les 66 pages, vous allez trouver beaucoup de conseils, de guidance, comme ils appellent ça, sur l'ensemble des indicateurs. Et les indicateurs, donc ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils couvrent. On va retrouver en fait les mêmes thématiques qu'on retrouve dans la CSRD. Donc vous allez avoir pour les sujets environnementaux, le climat, la biodiversité, les pollutions, l'économie circulaire, etc. Mais le nombre d'indicateurs est incroyablement allégé. Par exemple, pour le climat, on va vous demander des indicateurs beaucoup plus simples comme quelle est la part de votre consommation énergétique globale, quelle est la part en énergie renouvelable et quelle est la part en énergie fossile, par exemple. Pour la biodiversité, c'est des indicateurs comme quelle est la part de mètres carrés que vous avez et quelle part de ces mètres carrés se trouve dans ou près d'une zone sensible de biodiversité. Donc voilà, c'est les mêmes thématiques, mais incroyablement allégées. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que la VSME, donc elle a été publiée par les FRAG aujourd'hui, le texte existe, mais c'est pas le texte, ce ne sera pas le texte final. La commission s'engage à publier les normes volontaires, donc ça va être les normes officielles, inspirées de la VSME. Donc là, si je vous en parle, c'est plutôt pour que, et puis n'hésitez pas à regarder le texte, c'est intéressant, ça vous donne un peu une idée de à quelle sauce vous pourriez être mangé, mais ce ne sera pas le texte en l'état. En tout cas, potentiellement pas. C'est pas ce à quoi s'engage la commission. Alors, on va parler ensuite du calendrier législatif. Parce que donc là, je vous ai donné toutes les infos sur les changements qui étaient au sein de cette loi Omnibus, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont effectifs maintenant. Donc, où est-ce qu'on en est ? Le 26 février, du coup, il y a eu cette proposition de directive de changement de la CSRD proposée par la Commission européenne. Pour que le texte soit effectif, ça va passer par une période qu'on appelle le trilogue. Le trilogue, donc, c'est un dialogue entre les trois principales instances de la Commission, à savoir de l'Union européenne, à savoir la Commission européenne, le Parlement et le Conseil des ministres. Donc en fait, chacun de ces organes va travailler, va faire ses propositions d'amendement et faire sa proposition de texte, et donc il va avoir une navette entre ces trois organes jusqu'à ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un texte final. Et ce texte doit ensuite être voté et adopté par le Parlement européen. Et donc tout ça peut prendre du temps. Là, je vous ai posé la date du Q3 2025, mais c'est une date vraiment hypothétique. En réalité, aujourd'hui, on n'en sait rien. Ce que je vous ai dit, c'est que suite à l'adoption de ce texte par le Parlement européen, la Commission s'est engagée à sortir dans les 6 mois un acte délégué sur les nouveaux ESRS. Donc là, ce sera les nouveaux ESRS avec les points de données, et donc on saura quels sont les points de données pour les prochains reporting. Cet acte délégué, c'est technique, il n'a pas besoin de passer par le trilogue. Donc là, quand la commission s'engage à le sortir dans les 6 mois après, normalement, elle en a les moyens parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit validé en trilogue. Mais le parcours de la loi ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que cet acte délégué est sorti, il va s'agir de le transposer en droit français. Et donc ça, à nouveau, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, on peut imaginer une échéance fin 2026 ou début 2027. J'imagine
que la question que vous vous posez tous, c'est et du coup, en fait, en attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu terrible parce c'est assez inédit dans le cadre européen et ça crée évidemment beaucoup d'instabilité et beaucoup d'incertitude. Si on s'en réfère stricto sensu au droit, il y a seul le droit déjà en vigueur prévaut. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu une nouvelle transposition en droit français, c'est le droit actuel qui reste légitime. Voilà. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Donc, j'espère que c'est clair. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions. Ce que je vous propose, alors éventuellement, c'est avant qu'on passe en fait un peu à la deuxième partie, c'est d'en prendre quelques-unes. Il y en a peut-être certaines pour lesquelles, hop, tac, tac, tac. Donc sur les visibilités d'échéance de vote, bah ça je pense que je viens d'y répondre. Tac, tac, tac. Cela veut dire que le chiffre des 80% des entreprises qui sortent du processus n'est vrai qu'en 2028. En fait, là-dessus, théoriquement, oui, il y a peut-être une chose que je dois aussi vous préciser, c'est que entre la proposition de directive maintenant et le vote qui aura lieu dans le cadre du Parlement européen, il peut avoir des changements énormes. Donc en fait, là, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont tous les changements qui sont dans le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui. Mais il peut vraiment avoir un monde, en fait, entre la proposition qui est faite par la Commission aujourd'hui et le texte final qui est voté en 2025. C'est pour ça que c'est extrêmement frustrant. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez des réponses claires. Et donc, voilà, mais on vit une période d'incertitude et qui va rester comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau texte qui soit voté au Parlement européen, puis transposé en droit français. Donc il y a vraiment ce problème, on va dire actuellement, qui est d'accepter l'inconfort lié à l'incertitude. Hop, et je vais donc continuer en donnant la parole à Augustin. L'objectif du coup de cette intervention d'Augustin, c'est voilà, qu'on puisse revenir un peu sur qu'est-ce qu'a apporté cet exercice de CSRD qu'il a pu faire de bout en bout. Il va vous en parler dans une minute et qu'on puisse regarder en fait qu'est-ce qu'il y a à en tirer pour être capable d'éclairer un peu les actions en termes de SG pour la suite. Oui. Bonjour Augustin. Bonjour Clémence, merci beaucoup de m'inviter. Et désolé pour les quelques problèmes qu'on a rencontrés. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est assez fluide? Ok. On t'entend bien. Écoute, on est ravis d'avoir ta photo parce que voir ta tête, au moins on a ta photo sur les slides. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous raconter un peu ton expérience sur les enjeux ESG? Oui. Alors, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille dans le reporting extra-financier. À l'origine, je travaillais pour un grand groupe et c'était plutôt sur des questions autour des calculs carbone, scope 1, 2, 3, engagement SBTI, voilà ce genre de problématiques. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des missions en externe à mon compte. Et le grand sujet qui était évidemment dans le reporting extra-financier à cette époque, c'était la CSRD, évidemment. Et donc, c'est toujours un peu le cas. Et donc j'ai eu l'occasion de faire une mission pour un grand groupe donc, qui publiait cette année son premier exercice CSRD officiel. Et ça a été une mission qui était assez longue, donc de à peu près 8 mois, et aussi assez exhaustive, puisqu'effectivement, on a vu les différentes étapes de la mise en place d'un projet CSRD, à savoir de la double matérialité
où on était plusieurs à être intervenus, jusqu'à l'audit et la rédaction finale du rapport. Donc l'intérêt, c'était vraiment d'avoir cette vision assez large, assez complète, et voir comment se passait tout un exercice de A à Z pour un groupe. Et donc là, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est essayer de retirer un peu les bons fruits et les fruits un peu moins mûrs, qui seront potentiellement retirés avec les nouvelles normes. Donc voilà, voir un peu les éléments qui peuvent être très avantageux, très bénéfiques pour les entreprises, au-delà du simple exercice normatif. Super. Est-ce que tu pourrais, peut-être juste avant qu'on rentre dedans, nous en dire enfin, quelques mots sur l'acteur chez qui tu as fait cet exercice? Alors c'était une grande entreprise dans le domaine de l'énergie. Malheureusement, je ne peux pas forcément divulguer son nom, mais globalement un acteur qui intervient pour voilà tout ce qui est acheminement de l'électricité en France. Donc c'est des choses et en Europe de manière générale. Okay. Voilà, donc qui est une grande entreprise, donc qui effectivement été assujettie donc sur l'exercice 2024 pour le rapport 2025. Ok, top. Alors du coup, je te laisse la parole un peu pour nous dire du coup qu'est-ce que toi, tu as pu observer de positif et qu'est-ce que cet exercice a changé dans leur manière d'approcher l'ESG? Oui, alors il y a plusieurs points forts, je pense, qu'on peut noter. Alors le premier, effectivement, je pense que ça va être ciblé sur en elle-même la double matérialité. Donc parce que c'était une nouveauté qui introduisait la CSRD, nouveauté qui était voilà, qui avait la particularité de relier en fait des sujets de durabilité et des sujets financiers, qui est globalement la tendance vers laquelle on se dirige. Et là, je trouvais que ça avait vraiment un intérêt assez fort de pouvoir cartographier des enjeux en alliant à la fois de la durabilité, du financier, avec notamment les fameux risques et opportunités. Et en fait, on se rend compte que au-delà même du simple rapport extra-financier, les sujets qui concernent typiquement les risques financiers, les opportunités financières, en fait, sont des sujets éminemment stratégiques pour une entreprise. C'est des sujets qui permettent une compréhension beaucoup plus large de la façon dont l'entreprise se positionne par rapport à son écosystème, à savoir quels sont des potentiels débouchés, quelles sont des potentielles dépendances aussi. Et donc en fait, je trouvais que pour une entreprise, et c'est un peu je dirais la conclusion qui en est ressortie aussi avec ceux avec qui j'ai travaillé, c'était que cette cartographie semblait tout à fait pertinente au-delà même de l'exercice CSRD. C'est qu'on avait une représentation beaucoup plus complète de l'écosystème de l'entreprise et de ses interactions voilà, avec ce dernier. Il y avait également une notion qui était très intéressante, donc c'est celle de matérialité, puisque en fait la CSRD introduisait le fait que seuls les sujets matériels étaient à renseigner dans le rapport. Et en fait, ça a été un peu une nouveauté, je pense, par rapport à des rapports qui ont pu être faits précédemment, où parfois des entreprises pouvaient avoir beaucoup de matière à dire sur des sujets qui potentiellement étaient un peu secondaires. Et ici, le fait est que lorsque l'on fait l'analyse de double matérialité, on doit faire une cotation des différents zéros et donc justifier de manière objective pourquoi est-ce qu'on retient ou pourquoi est-ce qu'on exclut différents impacts, risques, opportunités. Donc on apporte en fait voilà quelque chose d'assez objectif et le fait est que ça vient aussi permettre de prioriser les sujets vraiment centraux pour une entreprise et au contraire écarter ceux qui étaient peut-être un peu secondaires, ceux qui étaient qui faisaient beau mais qui n'étaient pas nécessairement vraiment les sujets principaux. Alors nous, à titre d'illustration, je pense qu'on pourrait mentionner une discussion qui a eu lieu en interne pendant cette mission sur toute la partie éolienne en mer, notamment les impacts avec la biodiversité. Parce que en fait, quand on a dû faire la cotation, donc à savoir mettre une notation pour savoir si on retenait ou pas ce sujet, et qu'on allait chercher des études pour affirmer dans un sens ou dans l'autre, on s'est rendu compte qu'en fait, malgré peut-être tout le battage médiatique qu'il peut y avoir sur ce sujet, qu'on n'arrivait pas forcément à trouver une matérialité qui soit extrêmement forte sur ces sujets-là. Et que contrairement, voilà, peut-être à l'opinion qu'on pouvait en avoir initialement, quand on allait voir ce que disait l'Ifremer ou d'autres, on se rendait compte qu'en fait, on n'était pas
pour cette entreprise-là, en tout cas, sur un sujet extrêmement important. Et donc, ça a permis peut-être de prioriser sur d'autres sujets, voilà, qui étaient peut-être davantage à mettre en valeur. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Un deuxième point qui était quand même essentiel, je pense que c'est l'engouement et l'intérêt de la gouvernance, des organes de direction pour ce sujet de la CSRD. En fait, nous, pendant la mission, c'était le directeur de la stratégie qui était en charge du déploiement et qui faisait aussi l'intermédiaire entre l'équipe projet et avec les organes de direction. Et on s'est rendu compte qu'à plein de moments lors de ce projet-là, on est allé justement présenter les avancées du projet CSRD à la gouvernance, donc au comité exécutif ou à d'autres organes, et qu'ils étaient très intéressés pour à chaque fois avoir le retour d'expérience et aussi donner leur avis sur la double matérialité, sur la cotation, sur les politiques actions cibles qu'on allait communiquer, celles où on n'avait pas forcément d'informations justement à mettre en face. Et en fait, pour eux, c'est une connaissance supplémentaire de leur entreprise à travers la CSRD sur les principales forces de l'entreprise et aussi les faiblesses, là où il n'y a pas forcément une maîtrise très importante de tel ou tel sujet. Et donc, en fait, on s'est rendu compte sur cette thématique-là qu'il y avait vraiment, pour eux, c'était vraiment quelque chose qui était assez important, d'autant plus que c'est quand même un document qui est communiqué à l'externe, donc qui engage la parole de l'entreprise. Et donc, voilà, ils sont très intéressés pour savoir ce qu'on met dedans. Et en fait, pour eux, je pense qu'on le verra un petit peu plus tard, mais c'est aussi une façon de mettre en valeur l'entreprise sur certains aspects. Donc là-dessus, voilà, je pense que implication de la gouvernance, ça me paraissait quelque chose d'assez. Et assez... ça a vraiment été, ça a vraiment été un changement, c'est-à-dire que avant la CSRD, il n'y avait pas une telle implication. Dans le processus d'élaboration du rapport, il est apparu assez clair qu'il y avait vraiment un intérêt qui était beaucoup plus grand de ces organes, et notamment des présentations beaucoup plus régulières de ce qui allait être dit, de ce qui allait être fait, des retours de leur part, voilà, sur des commentaires, des ajouts, des modifications. Donc il y avait une implication qui était quand même assez importante, et c'était pas de la simple supervision, c'était aussi du pilotage de ce projet-là. Donc là-dessus, ouais, je pense qu'il y a eu une évolution qui était assez notable. Ok. Peut-être pour aller sur une autre thématique, donc il y a effectivement tout ce qui est sur l'amélioration de la gestion des risques ESG. Donc on l'a dit, c'est que dans un premier temps, il y a une cotation qui est faite, donc qui permet de sélectionner les différents enjeux qu'on va mentionner dans le rapport. Et en second lieu, il y a qu'est-ce que je peux dire sur ces sujets? Est-ce que j'ai des politiques, des actions, des cibles? Est-ce que j'ai des indicateurs à mettre en face? Et en fait, on se rend compte, en faisant l'exercice, que parfois, il y a des sujets qu'on pensait déjà très importants parce que, historiquement, il y avait des politiques qui étaient développées dessus et qui, en fait, quand on les fait passer en cotation, déjà, peut-être ils sont un peu moins importants. Et d'autre part, que des sujets qui étaient vraiment majeurs n'avaient pas forcément des réponses adéquates qui étaient apportées par l'entreprise, et donc nécessité de revoir justement les moyens qu'on mettait en face et les ressources. Là, je pourrais donner peut-être deux exemples qui vont chacun dans un sens. Il y avait quand même tout un enjeu sur certains polluants qui étaient dégagés par l'entreprise dans le cadre de ses activités. Et donc, historiquement, il y avait beaucoup de politiques qui existaient dessus, des indicateurs. Et au moment de passer à la cotation et ensuite de remettre en face les politiques, actions cibles, indicateurs, on s'est aperçu que peut-être l'enjeu était peut-être un peu gonflé dans les communications précédentes par rapport à ce qu'il représentait réellement voilà, comme enjeu de durabilité pour l'entreprise. Et inversement, on a eu des sujets, notamment des sujets autour du climat, avec le calcul du scope 3, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une ambition très forte de l'entreprise, mais pas nécessairement les politiques et les ressources qui étaient adéquates en face. Et donc, dans le cadre de ce projet CSRD, ça a nécessité un rééquilibrage, justement pour permettre d'avoir une politique qui était en phase avec ce que disait l'entreprise. Donc, il y avait notamment sur les objectifs de réduction des émissions, sur le calcul du scope 3, alors qui initialement était calculé tous les 4 ans et qui est passé sur un processus annualisé. Donc ça, c'était aussi une grosse innovation en cours d'exercice. Et donc ça a permis, et typiquement ça appuie le point que je développais précédemment sur le fait que c'est aussi la gouvernance qui a orienté ces décisions-là.
c'est eux qui ont vu les différentes défaillances ou inversement les forces et on dit on va appuyer là-dessus ou là-dessus. Donc il y a quand même un pilotage assez important voilà, de leur part par rapport justement aux conclusions de la double maternité. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est là de faire cet exercice en impliquant jusque la gouvernance, ça a permis finalement que l'ESG sorte des rapports de durabilité pour devenir encore plus, parce que je veux pas dresser un portrait caricatural, mais puisse être piloté de manière opérationnelle et qu'on ait en face les ressources adéquates et que tout ça soit mis par rapport aux risques réels et opérationnels encourus par l'entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Non, je tout à fait en phase avec ça. Et alors un point aussi qui est en lien avec les différents éléments mentionnés précédemment, ça va être sur donc ce qu'a apporté la CSRD, c'est quand même de la transparence et de l'homogénéisation dans les standards utilisés. Et en fait, ça, je trouve, développer une sorte de compétition vers le haut, une compétition vertueuse. Alors, il faut pas oublier que la CSRD, donc c'est un rapport qui est public, donc c'est un rapport qui est quand même, ça a aussi une part de communication très importante pour une entreprise. Dans l'exemple, donc dans la mission que j'ai effectuée, un des grands piliers de revendication de cette entreprise, c'était quand même de se positionner en tant qu'acteur de la transition environnementale. Et en fait, la difficulté qu'ils avaient, c'était qu'ils développaient donc cette thématique-là, mais que quand ils regardaient sur leur secteur avec des concurrents européens dans différents pays, ils se rendaient compte que les ambitions que eux témoignaient n'étaient pas forcément à la hauteur de leurs concurrents. Et en fait, c'était en grande partie dû à cette disharmonisation des standards, en fait, où les uns parlaient de certaines choses, les autres parlaient d'autres choses. Et en fait, on se rendait compte que ça pouvait amplifier les annonces qui étaient faites par certains, alors que dans la réalité, il n'y avait pas forcément les actions en face. Et eux, donc, étaient très contents d'avoir justement cette homogénéisation des standards, parce que ils veulent voilà, avoir des arguments à l'appui pour annoncer cette revendication d'être champion de la transition environnementale. Donc il y avait vraiment quand même, ça reste aussi un outil de comparaison hein, avec le secteur. Et je pense que ça a aussi permis en partie de réduire des critiques qui pouvaient être faites sur des discours un peu performatifs d'entreprises dans leur rapport ESG, où elles disaient bah voilà, nous on fait ça, on est les meilleurs, sans avoir réellement beaucoup d'indicateurs ou de métriques très fiables à mettre en face. Et d'où les accusations parfois de greenwashing. Et je trouve que là-dessus, la CSRD a quand même permis, par cette transparence, de pas mal limiter ça, et surtout de comparer ce qui est comparable entre des boîtes. Et là-dessus, c'est quand même un plus énorme. Et ça oblige également donc ceux qui ont ces revendications-là d'avoir des cibles hautes et des processus de consolidation des données, de reporting qui soient solides derrière pour pouvoir les tenir. Oui, tout à fait. Donc là, on voit bien que ce processus de transparence, ça vient challenger, en fait, ça vient tirer vers le haut l'ensemble d'un secteur, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et du coup, il y a une forme de justice, c'est bénéfique à ceux qui sont déjà les plus avancés sur ces questions-là, parce que ils ont en théorie les arguments et les billes pour pouvoir le faire valoir dans leur rapport. Oui, j'entends bien. Je vois que le temps file. Est-ce que tu nous parlerais du dernier Ouais. Et alors rapidement, donc le dernier point qui était quand même assez majeur, c'est sur la transversalité de la CSRD, le fait que ça implique énormément de directions ou de départements différents. Alors l'entreprise là en l'occurrence était assez grosse, donc il y avait peut-être une dizaine de départements qui étaient mobilisés, et ça a permis de décloisonner en fait parfois des départements qui n'ont pas trop d'interaction les uns avec les autres, les RH, la finance, les achats ou d'autres, et de les faire travailler sur un sujet commun et de les faire raisonner sur un cadre commun. Et au-delà même de les faire travailler sur un sujet commun, ce dont on s'est aperçu, c'est aussi que à travers d'autres projets qui découlent de la CSRD, donc par exemple des outils ICI pour la consolidation de la donnée ou pour le partage de données, on se rend compte que des consolidations de données qui servaient dans un département, par exemple RSE, les calculs carbone RSE, pouvaient servir dans d'autres départements, typiquement les achats,
qui vont utiliser leurs informations pour les négociations sur les achats responsables, sur les montants, le carbone des achats, etc. Et donc, c'est vraiment très bénéfique pour l'entreprise d'avoir cette mobilisation assez générale qui intervient en fait dans le projet CSRD. Et un dernier point rapidement, aussi sur là, de manière très concrète par rapport à l'expérience que j'ai vécue, c'était donc le département financier qui dirigeait ce projet CSRD. Et l'avantage que ce département avait, c'était d'être très accoutumé en fait au processus de consolidation remontée d'informations, notamment pour les audits financiers, et d'avoir permis d'infuser justement leur culture assez rigoureuse à tous les départements qui n'avaient pas nécessairement au préalable des indicateurs qui étaient communiqués en externe et qui du coup n'avaient pas forcément des processus qui étaient de la même qualité que ceux de la finance. Et je trouve que là-dessus, ils ont vraiment essayé d'infuser cette culture à l'ensemble des départements. Alors il y en a qui étaient plus ou moins avancés, et c'était très bénéfique pour l'ensemble des données qui étaient consolidées dans le groupe. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot rapide sur, en revanche, donc, enfin, là, on a bien compris tout ce que l'entreprise avait pu tirer de la réalisation de cet exercice. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot rapide sur, bon, à l'inverse, si ce n'est plus obligatoire, qu'est-ce qu'on ne regrettera pas? Alors oui, dans les éléments qu'on regrettera pas, alors il y a donc la chaîne de valeur, c'était un sujet qui était très intéressant. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer dans le fait d'aller chercher en amont et en aval ce qui se passe. Après, dans les faits, ça pouvait faire très peur aux entreprises parce que la chaîne de valeur, c'est un peu un puits sans fond. On peut y passer des heures et des heures pour aller chercher de l'information et à la fin avoir des résultats qui seront même pas forcément si significatifs que ça parce qu'on se basera sur beaucoup d'estimations ou des calculs à la grosse maille. Et donc là, le fait d'avoir limité à des entreprises d'une certaine taille, je trouve que ça permet déjà d'introduire le sujet, de le conserver parce qu'il est intéressant, mais peut-être de limiter un peu les efforts des entreprises les premières années sur un sujet qui est quand même assez complexe. Donc ça, vraiment, je pense que c'est une grande amélioration. Un autre élément qui est peut-être bon, c'est quand même la réduction des données qui sont demandées aux entreprises. Donc on parlait des 1200 data points initialement, même si les entreprises en général, évidemment, n'ont pas l'entièreté des data points. Dans les faits, il y a quand même beaucoup d'éléments du fait que ce soit des normes agnostiques, donc qui s'adressent à toutes les entreprises, qui sont pas toujours très pertinentes, même quand jugées matérielles. Nous, on a eu un exemple avec des emballages, des produits achetés qui ressortaient comme matériel, et en fait, on se rendait compte que c'était pas du tout un sujet, et c'était un peu compliqué de l'exclure vis-à-vis des auditeurs, donc ça paraissait un peu absurde parfois. Et le troisième point, c'était sur en fait la compréhensibilité du rapport. Comme c'est quand même quelque chose qui est très structuré, où il faut renseigner les politiques qu'on a, puis après les politiques qu'on n'a pas, les actions qu'on n'a pas, etc. En fait, le document devient assez lourd. Et voilà, par exemple, nous, sur le rapport qu'on a produit cette année, le rapport ESG, il fait x3 par rapport au rapport qu'on avait produit l'année passée. Donc on a vraiment un rapport qui est beaucoup plus long et qui, par moment, je pense, gagnerait à être un peu plus simplifié, justement parce que on communique, enfin, ce devoir de transparence oblige à communiquer énormément d'informations, mais qui sont pas toujours très claires pour un lecteur externe. Donc voilà, il y a aussi peut-être la compréhensibilité du rapport qui gagnera avec cette nouvelle réforme. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, on voit bien que en fait, l'effort de simplification, il est nécessaire et peut-être même qu'il peut être positif pour la réglementation et cette recherche de transparence et de comparabilité ESG, bon, à condition qu'il soit mesuré, quoi que ce soit pas un dépeçage de la loi. Mais sur le terrain, tu as l'air d'avoir vécu aussi le fait que parfois il peut avoir certaines lourdeurs. Oui, absolument. Oui. Non, je pense que ça va dans le bon sens. Mais alors, que faire? Donc, on ne peut pas vous dire précisément quoi faire, mais peut-être juste vous pousser quelques éléments pour réfléchir un peu à la situation. La première chose, c'est accepter l'inconfort de l'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une période d'instabilité réglementaire qui risque de faire changer plein de choses et qu'on ne peut pas avoir de certitude. Et donc, il faut prendre des décisions ou ne pas en prendre sans éléments
sans éléments très tangibles. Et ça, malheureusement, il n'y aura pas de réponse miracle qui va tomber du ciel avant le vote du texte par la commission, enfin par le Parlement. Néanmoins, sachant ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ce qui est intéressant, c'est que certes, là, en ce moment, en Europe, on vit plutôt une période de backlash ESG, mais d'autres zones du monde avancent. Et contre toute attente, c'est la Chine qui s'est dotée de normes de reporting ESG qui incluent la double matérialité. Donc voilà, il se passe des choses et il se passe des choses ailleurs dans le monde. Et du coup, malgré les signaux que nous on pourrait ressentir aujourd'hui, peut-être que ces avancées sur le reporting ESG, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce que CSRD ou pas, le dérèglement climatique et l'effondrement du vivant continuent à s'accélérer. Et en fait, à un moment se pose la question de, au-delà de la réglementation, chacun en son âme et conscience et en allant chercher ses responsabilités, est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de mettre le paquet sur préserver l'environnement et faire en sorte que notre activité économique ne vienne pas détruire ou ne vienne pas nuire aux conditions d'habitabilité de la planète. Et enfin, le dernier message que je voulais faire passer, c'est en fait ce texte de la CSRD. Alors certes, il est complexe et il est imparfait, mais il a plein de mécanismes positifs et intelligents. Et en fait, c'est ce qu'on a vu là, notamment avec le témoignage d'Augustin. Et donc, quoi qu'il arrive, on peut continuer à avancer. Et s'appuyer sur tous ces mécanismes positifs et intelligents, notamment la double matérialité, pour avancer dans la stratégie ESG. Voilà en gros pour les messages que je voulais vous faire passer. J'espère que c'est un peu plus clair. On a commencé en retard, donc je vais peut-être prendre juste 2 questions juste avant de conclure, là, pour quelques minutes. Alors, dans les questions, peut-être prendre celle de Steren qui dit donc on maintient l'exercice de la double matérialité à minima et on attend pour les ESRS. À nouveau, c'est toujours difficile à dire parce que ce que je vous disais, c'est que c'est le droit actuel qui s'applique. Donc en fait, en droit actuel, théoriquement, rien n'a bougé. Mais si on prend en compte le fait que le texte va très probablement bouger, si on veut continuer de manière intelligente, cet exercice de double matérialité, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant au titre qui répond à cette réglementation, mais au-delà de ça, comme on l'a vu avec Augustin, il permet vraiment d'avoir une vision stratégique sur quels sont ces enjeux et puis de dépasser la simple vision de l'impact de l'entreprise à l'environnement, mais pour regarder aussi les risques et les opportunités. Et en fait, adopter ces lunettes qui nous poussent à avoir la double matérialité, c'est adopter des lunettes qui permettent un pilotage intéressant, efficace, intelligent, en fait, pour l'entreprise, aussi bien que pour l'environnement. Voilà, et je vais peut-être prendre une autre question. Alors pour toi, Augustin, il y a Caroline qui posait la question de combien de temps a pris l'ensemble du travail sur la CSRD. Alors, ça a été un travail assez long parce que donc là, c'était quand même un bon élève avec qui je travaillais. Donc, ils avaient même commencé 1 an en avance pour essayer de commencer déjà à formater leur rapport sur les exigences de la CSRD. Mais c'était un rapport qui était quand même très loin de ce qui était attendu en 2023 par rapport à 2024. Et l'année suivante, vraiment sur l'exercice en lui-même, ça a été, je pense, une année entière, mais pas forcément à plein temps, hein. Mais le fait de mobiliser toutes les parties prenantes internes, externes, de les former, parce qu'il y a quand même plein de notions un peu techniques à maîtriser au démarrage, et ensuite toute la partie collecte des informations, donc les indicateurs, les politiques, les actions, etc. Tout ça, ça a pris un certain temps. Donc c'était pas forcément à plein temps tout du long, mais il y a quand même quelques coups d'entrée
voilà, pour former ceux qui sont investis dedans, voilà, qui sont indépassables dans tous les cas au démarrage. Très clair, écoute, merci beaucoup. On va arriver du coup à la fin de ce webinaire. Donc Augustin, vraiment un grand merci pour cette présentation. Merci à toi. Voilà, pour aller plus loin, du coup, Thibaut, dans le chat, vous envoie les liens vers l'Allo Omnibus, le Q&A autour de l'Allo Omnibus, la norme VCME. Notre prochain événement, c'est le 27 mars, je vous en ai parlé en début de webinaire. Ce sera le petit déjeuner conférence pour la sortie de l'étude Intégrer le vivant au sein des entreprises. Et enfin, les liens si vous voulez nous suivre. Vous sera également envoyé un email avec le lien vers le replay, cette présentation et les différentes infos qui ont été partagées dans le chat. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.